Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel sur Calédonia. Et ce soir, il sera question de littérature avec la sortie du dernier roman de l'écrivain Thierry Charton, intitulé Vision d'Hélène Bessette. Un récit qui nous plonge dans la Nouvelle-Calédonie des années 50. Et vous allez voir, cela vaut le détour. Tout de suite, le sommaire. Hélène Bessette, écrivaine avant-gardiste et considérée comme une pionnière du roman poétique. Aujourd'hui, elle sort enfin d'une longue nuit littéraire après avoir été célébrée, délaissée puis oubliée. Sa vie est désormais bien connue du public. Néanmoins, il subsistait une zone d'ombre dans son histoire. C'était son séjour en Nouvelle-Calédonie. En passant par la tribu de Hunjo jusqu'au presbytère de Nouméa, découvrez comment l'auteur Thierry Charton est allé sur les traces d'Hélène Bessette afin de vous livrer ce récit littéraire. Dans une seconde partie, Stéphanie nous emmène à la découverte d'un artiste qui justement donne une nouvelle vie aux livres qui finissent à la benne à ordures. Et nous nous retrouvons en studio avec monsieur Thierry Charton. Bonsoir Thierry. Bonsoir Mathieu. Alors c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui pour nous parler de ton dernier livre qui est sorti d'ailleurs aux éditions Spinel il y a quoi, 2 semaines ? Bon, à peu près un mois, enfin moins d'un mois. Ce livre s'appelle Vision d'Hélène Bessette. En quelques mots, qui était Hélène Bessette ? Alors, Hélène Bessette est une écrivaine française qui a publié 13 romans chez Gallimard jusqu'en 1973, avec un prix en 1954, le prix Caz, soutenu par Simone de Beauvoir, Michel Leiris, Maurice Lénart, Raymond Queneau. D'accord. Et elle tombe dans l'oubli après 1973. Malgré tout ça, quoi. Ouais. Ok. Alors, est-ce que c'est un livre historique ? On a l'impression, quand on le lit, que l'on navigue entre fiction et réalité. Alors oui, parce que j'ai donc imaginé des scènes retraçant la vie ou l'âme d'Hélène Bessette, tout en y incorporant bien évidemment des éléments historiques sur la Nouvelle-Calédonie de l'époque, de 46 à 49. C'est une sorte de libre interprétation, c'est ça ? Oui, c'est une revisitation du passage d'Hélène Bessette en Nouvelle-Calédonie, d'où le titre Vision d'Hélène Bessette, à partir du moment où c'est l'impression que j'ai de ce qu'elle fut en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Alors comment est-ce que tu as appréhendé du coup l'écriture de cet ouvrage ? Tu t'es plongé dans la peau du personnage jusqu'à embrasser sa plume, son style ? Alors j'ai essayé d'imaginer ce qu'elle pouvait ressentir lorsqu'elle était confrontée aux réalités de sa condition de femme de pasteur. Et en même temps, j'ai beaucoup travaillé aux archives, j'ai travaillé aussi avec des personnages qui ont, eux, existé. Donc c'est un mélange effectivement de vision, de représentation mentale ou sensitive, et en même temps l'exploration d'un contexte historique. Une sorte d'expérience mystique d'une certaine façon, tu t'es mis à sa place. Oui, il y a une expérience mystique dans la mesure où Hélène Bessette était femme de pasteur, donc avait un rapport à Dieu assez particulier. Donc j'ai aussi, comme le dit Emmanuel Boisset dans la préface, j'ai aussi effectivement fait peut-être l'expérience mystique de ce que fut Hélène Bessette dans ma propre vision ou dans mon rêve. Mais du coup, alors depuis combien de temps est-ce que tu travailles sur cet auteur ? Depuis combien de temps est-ce qu'Hélène Bessette te passionne ? Ben, ça va faire maintenant presque 2 ans et demi, puisque je l'ai découverte en lisant La Grande Balade. Ce livre m'a impressionné et j'ai voulu en savoir davantage sur cette écrivaine. Et j'ai donc travaillé beaucoup. J'ai fait une conférence il y a 2 ans au centre Jean-Marie de Chibaou sur La Grande Balade, c'est-à-dire le livre d'Hélène Bessette qui parle de la Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, je me suis dit, tiens, je vais écrire un livre sur cette période précise qui est généralement, qui ne fait pas partie de l'analyse métropolitaine, puisqu'en France, elle est connue, elle est rééditée, sa biographie est établie, mais il y avait une zone d'ombre de 46 à 49, et j'ai essayé de revisiter cette zone d'ombre. Mais finalement, cette zone d'ombre, c'est une période clé dans l'histoire de cette grande dame. C'est un petit peu le moment où elle devient Hélène Bessette, l'écrivaine. Oui, c'est ça. C'est un moment qui est un moment très important. C'est que, comme tu le dis, elle devient Hélène Bessette en Nouvelle-Calédonie. C'est là qu'elle publie dans l'Évangile du Sud son premier livre. C'est là qu'elle écrit La Grande Balade plus 2 autres textes qui seront publiés en 63.
Parce qu'elle arrive mariée aussi, elle arrive pour rejoindre son mari. Ouais, c'est ça, c'était la femme du pasteur Brabant, donc elle avait une vie de religieuse, enfin de femme de pasteur, et donc c'est aussi dans cette période qu'elle abandonne ses anciennes manières d'écrivain, puisqu'elle a commencé en France, qu'elle se sépare de son mari, ils vont divorcer, et qu'elle rentre en France en 49, et qu'elle va vraiment se lancer dans la littérature. Elle arrive en Calédonie, elle s'appelle Madame Bravant, et elle repart d'ici, elle s'appelle Madame Bessette. Alors, vous avez raison, elle rentre en Calédonie, elle s'appelle Hélène Brabant, et elle repart, elle s'appelle Hélène Bessette. Elle reprend son nom de jeune fille. Alors finalement, moi j'ai lu un petit peu le livre, on se rend compte qu'elle a pu commencer à écrire aussi ici, en Nouvelle-Calédonie, dans Évangile Sud, un mensuel littéraire qu'elle réalise elle-même, c'est bien ça? Oui, c'est un magazine religieux dans lequel elle dresse des portraits, elle fait des critiques littéraires, elle écrit aussi pas mal sur la religion, sur le protestantisme, elle fait des courts articles sur la venue de personnages importants en Calédonie, et c'est aussi là où on trouve des textes extrêmement critiques, dont un qui s'appelle Moi, je crois, qui est un texte très critique sur l'époque, sur le protestantisme tel qu'elle le vit en Nouvelle-Calédonie. Mais finalement, les Calédoniens ont donc eu la chance de la lire à l'époque, un petit peu avant tout le monde. Alors c'est vrai que ses premiers lecteurs ont été les lecteurs calédoniens, c'est-à-dire les gens de la paroisse protestante, qui d'ailleurs trouvaient certains son roman Marie des oublis d'Idiot, donc puisque c'est un livre assez particulier, mais c'est vrai que son premier geste d'autrice est un geste calédonien. Ok, je te propose qu'on en vienne directement à ton livre. Hein. Le point de départ de ce livre, c'est le voyage. Hein. Le voyage à l'autre bout du monde pour rejoindre la colonie à bord du bateau Le Ville-d'Amiens. Cette traversée, c'est des rudes conditions. Tu nous décris ça vraiment, on s'y croirait, quoi. Hein. On voit la traversée de l'époque, c'était assez fou. 2 mois de voyage, ouais, c'est ça? C'est à peu près c'est 45 jours, je crois, de voyage. Où on traversait. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est en 1946, donc les océans sont encore minés, il y a des mines flottantes, et donc c'est aussi un périple qui est dangereux à l'époque. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on embarquait là, sur le voyage d'Hélène Bessette, il n'y avait que des femmes et des enfants. D'accord. Puisqu'on ne voulait pas mélanger les femmes, les enfants et les papas. Parce que s'il y avait un échouage ou si une mine explosait, au moins on n'avait pas les familles entières qui disparaissaient. Alors ensuite vient son installation en Nouvelle-Calédonie, puis la découverte de cette société calédonienne et kanak. À ce sujet-là, je voudrais qu'on regarde un petit extrait. Ok, c'est un film que tu as co-réalisé avec Patrick Nicard. Oui. On regarde ça tout de suite. C'est ici, dans cette maison, que j'ai connu Madame Brabant, dans cette grande, belle maison du boulevard Vauban. C'est d'ailleurs dans cette maison-là que je suis née. Madame Brabant, je ne savais même pas qu'elle s'appelait Hélène. Elle venait nous chercher tous les dimanches, pour toute la journée. Elle venait nous chercher à Jeanne d'Albret, où nous étions pensionnaires, ma sœur et moi. J'avais 10 ans. Je l'aimais beaucoup. Elle était toute simple, elle ne nous faisait pas de leçons de morale, elle nous laissait libres. D'ailleurs, elle-même, elle se sentait libre, elle s'habillait comme elle en avait envie. Relisez à haute voix la première partie de la Grande Balade. C'est plus que de la poésie, c'est un tableau de maître, c'est une symphonie, un essai philosophique. Hélène a réveillé mes souvenirs d'enfance. J'avais oublié que c'était si beau. La ligne d'horizon, les poissons volants. Quelle grande dame, cette petite Hélène Brabant. Heureusement, elle est devenue Hélène Bessette. C'est pour nous un enchantement. Alors c'était un témoignage de Madame Lec, hein, qui l'a connue directement. Finalement, cette vidéo, comme ton livre, nous replonge dans le milieu des années 50. Une société dominée par le colonialisme, le monde sort de la Seconde Guerre mondiale, enfin, le code de l'indigénat vient d'être aboli, néanmoins la société est encore ségrégée. Il y a aussi de belles rencontres, hein. Moi j'ai pu feuilleter un peu ce livre. On découvre aussi la naissance de l'établissement d'Oneva. Il y a une rencontre avec le pasteur Lénart. C'était l'occasion pour toi de dresser un portrait de la société calédonienne de l'époque ? Alors c'est vrai qu'en
En faisant un petit peu l'histoire d'Hélène Bessette en Nouvelle-Calédonie, ça a été pour moi aussi l'occasion de découvrir de manière beaucoup plus forte le protestantisme, les luttes politiques qui commencent déjà à germer, puisque avec le retour du bataillon du Pacifique, c'est aussi l'émancipation qui commence l'émancipation du peuple kanak qui commence à s'apercevoir. Et donc Hélène Bessette arrive aussi à un moment crucial de notre histoire, à partir de 46-47, l'union de l'UC c'est 1950 ou 51, donc on assiste vraiment en même temps que son émergence, l'émergence de sa nature d'écrivain, on assiste aussi en parallèle à l'émergence de la revendication kanak. Écoute, je te propose qu'on fasse une petite pause. On y revient à ce livre dans un instant. On va passer à la rubrique Le moment de Steph. C'est tout de suite. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu, bonsoir Thierry. Bonsoir. Et bonsoir à vous à la maison. Alors ce soir j'ai décidé de vous parler de l'artiste peintre et sculpteur américain Mike Stielke, que vous allez voir, qui grâce à des coups de pinceau, de la laque, de l'encre, des crayons de couleur et un peu d'imagination, beaucoup même, il arrive à transformer des livres que personne ne veut en œuvres d'art en les empilant. Alors voilà, ça donne ça. Je trouve que c'est pas mal. Peinture des livres. Ouais, chouette. Alors vous allez voir ensuite, donc pingouin chic, politicien, encore musicien disproportionné. Wow. L'artiste américain crée des ambiances fantaisistes, ludiques qui éveillent donc l'imaginaire. Depuis 16 ans, il faut savoir qu'il expose son travail aux quatre coins du monde, dans des galeries, dans des musées. Sa plus grande installation se trouve aux Philippines, donc vous allez le voir, elle mesure 7 mètres de haut et elle est composée de plus de 5000 livres. Impressionnant. Oui, vous allez voir après le résultat, ce que ça donne. Donc je trouve quand même que c'est une idée géniale, récupérer des livres qui sont destinés à la poubelle pour leur donner une seconde vie. Ouais, et puis c'est aussi leur redonner, je dirais, une existence culturelle qui pour le coup se dévore avec les yeux. Waouh. En tout cas, si vous voulez en apprendre un peu plus sur cet artiste, il a un site internet, donc c'est mikestielke.com, tout en minuscule, il est vraiment génial. Super, merci Stéphanie. Merci pour à cette tous les rubrique. deux. Merci. Bon, bah, si ton livre ne se vend pas, tu vois ce qui est possible de faire avec. Je vais lui envoyer un message tout de suite. Revenons-en à ce livre, La vision d'Hélène Bessette. Dans ce récit, il y a un personnage réel que tu décris, mais qui était aussi dans les livres de Madame Hélène Bessette. C'est Louisa Wabealo. Qui était cette dame? Eh bien, cette dame qu'on voit à l'image, c'est donc Louisa Chaounian qui a élevé les deux enfants d'Hélène Bessette. D'accord. C'était la femme du pasteur Wabealo, donc on est toujours dans l'univers protestant. Ok. Et son fils, qui est sur la photo, m'avait demandé de retrouver la trace de Louisa. Et donc on a, grâce aussi à Comment vous êtes pris grâce au travail aussi de témoignage d'un passé. Association témoignage d'un passé. Voilà, donc j'ai mis la photo sur le site, sur leur site, et il y a à peu près 1000 personnes qui se sont intéressées à cette fameuse Louisa et on a réussi à retrouver sa trace. D'abord, on a cru qu'elle était d'Wailou, et puis ensuite non, grâce aussi au travail de Willy Wapocho, on a su qu'elle était de la tribu de Ojo et que cette femme se retrouve donc dans le livre d'Hélène Bessette, La Grande Balade, et ça donne encore une personnalité particulière à ce livre qui l'ancre vraiment dans la littérature calédonienne et dans la vie calédonienne. Un portrait d'une femme kanak. Et c'est le premier portrait d'une femme kanak, un portrait d'une femme poétique, et non pas simplement un portrait anthropologique ou relativement sommaire. On assiste là à une véritable création littéraire. C'était une femme du coup originaire de la tribu protestante de Hunjo, on est d'accord. À l'image de Louisa, est-ce que la société kanak a inspiré d'une certaine façon Hélène Bessette? En tout cas, Hélène Bessette a vite compris le caractère de l'époque éminemment ségrégationniste. Et donc je pense, c'est pour ça que j'ai une vision d'Hélène Bessette, c'est-à-dire que j'ai essayé d'imaginer quel avait été le débat entre Louisa, qui avait 20 ans à l'époque, et Hélène Bessette, qui en avait 27-28, et qui était finalement, dans un cas comme dans l'autre, aussi peut-être des femmes délaissées. Alors du coup, tu as retrouvé aussi des parents, des gens de la famille de cette Louisa, et tu es allé à leur rencontre cette semaine avant de venir nous voir. J'aimerais qu'on regarde une vidéo à ce sujet. On regarde ça tout de suite.
Les recherches de Thierry Charton pour retrouver la trace de Louisa Wabéalo, la nourrice d'Éric et Patrick, les enfants d'Hélène Bessette, l'ont emmené un beau jour jusqu'à Noël Diela, un habitant de la tribu de Hunjo à Vaud, qui a été élevé comme un fils par Louisa, sa tante. Et aujourd'hui, Thierry Charton est revenu lui rendre visite pour lui présenter son livre enfin achevé. Je disais tout à l'heure que la maman elle m'a élevé à partir de l'âge de 3 mois. Ouais. Et puis à partir de là, jusqu'à que le vieux il est décédé. Et quand on est revenu à Hunjo, là, la première maman que j'ai connue, c'est Louisa. Ouais. Puis après que, voilà, ma vraie maman, c'était pas Louisa, mais je considère Louisa comme ma vraie maman. Oui, c'est ça. Hein. Ouais, c'est quand même elle qui est. Voilà, c'est quand même elle qui quand tu étais tout petit. élevée, qui m'a donné une éducation. Ouais. Ta maman, elle fait partie de la littérature française et elle est elle-même dans un livre. Et donc je voulais lui rendre hommage à Louisa et donc le livre il lui est dédié. Et en même temps il est dédié à Louisa, puis il est dédié à toi, il est dédié à toute la famille d'Hunjo. Voilà, je suis heureux en tout cas de te remettre ce livre dans lequel on rend hommage aussi à Louisa et à les mémoires de Louisa. J'ai pas grand chose à dire, mais voilà, je t'ai fait découvrir des choses, mais à travers ce livre, il y a quand même des choses que je découvre. Par exemple, ma mère m'a jamais parlé des enfants qu'elle a gardés, les enfants de cette dame. On n'a jamais parlé de ça. Et aussi, elle m'a jamais parlé qu'elle était quand même un pasteur à Nouméa. La seule chose que je connais de mon enfance, c'est qu'on a vécu ensemble à Poney. Ouais. Et en tout cas, merci. Merci. Des fois, on se dit qu'on connaît beaucoup de choses, mais finalement, on connaît une partie des choses. Une partie des choses et l'autre partie, là, voilà, on découvre. C'est une nouvelle découverte pour nous et puis c'est enrichissant. Parce que demain, si on parle de ce livre demain, on va lire ce livre. Et à travers ce livre, on va découvrir d'autres choses qu'on n'a pas connues. Avant de quitter la tribu de Hunjo, Noël nous emmène sur les lieux où sa tante Louisa Wabéalo a vécu dans son enfance. Ça, c'est la maison familiale de ses parents. Et puis voilà, elle a vécu ici, il nous a élevés ici. Puis la dernière maison qui est là, c'est la dernière maison en torchis qui reste. Énormément d'émotions de savoir qu'elle a grandi ici, qu'elle est née ici, et que le livre dans lequel elle apparaît est aussi un témoignage de sa propre vie. Et je trouve ça bien que par un livre, par la littérature, on fasse revivre Louisa, par la littérature, et c'est peut-être aussi la fonction de la littérature de conserver intacte la mémoire des hommes, des femmes. Je trouve ça formidable. Alors c'était un moment très fort qu'on a pu voir avec Noël Diela, témoin de l'histoire un petit peu, son témoignage. Il t'a aidé à faire tes recherches ? Bah oui. D'abord, il m'a permis de rencontrer la famille directe de Louisa, d'avoir aussi une matière pour pouvoir écrire sur Louisa, puisqu'il m'a révélé aussi des choses qui appartiennent à Louisa. Donc oui, son témoignage a été extrêmement précieux. Finalement, il ne suffit pas d'être inspiré, tu as aussi fait un travail de collecte, de témoignages, de recherche historique, tu t'es rendu aux archives. Oui, il y a tout un travail de recherche qui est un travail de recherche précis, d'historien presque, dont le témoignage de Noël, de Nono. Alors on arrive bientôt à la fin de cette émission, mais j'ai envie de te demander justement, est-ce que d'une certaine façon tu rejoins ces auteurs et autrices qui ont continué d'écrire à propos d'Hélène Bessette et qui ont participé à entretenir sa mémoire ?
En tout cas, ce que je voudrais, c'est que Hélène Bessette soit reconnue en Nouvelle-Calédonie, que son texte La Grande Balade soit étudié soit au collège, soit au lycée, et que cette période vraiment très importante dans sa vie d'autrice, dans sa vie d'écrivaine, soit aussi reconnue en France. C'est qu'on sache que ces 3 ans en Nouvelle-Calédonie ont décidé de sa carrière d'écrivain. Merci beaucoup. On passe à l'agenda culturel et on se dit au revoir juste après. C'est parti pour l'agenda culturel. Skate, vélo, roller ou encore trottinette sont attendus ce dimanche à la place des Cocotiers dès 8h30 pour profiter des voies de circulation de la place. Un événement qui sera organisé chaque 2e dimanche du mois. Détente et convivialité seront au rendez-vous. Enfin, Pâques approche à grands pas et pour l'occasion, le parc des Grandes Fougères organise toute la journée du lundi de Pâques une chasse aux œufs pas comme les autres, avec à la clé un joli panier rempli d'œufs au chocolat. L'entrée du parc est payante mais l'animation reste gratuite. Un beau moment de partage en famille. On revient à nous, Thierry Charton, c'est la fin de cette émission à propos de votre ouvrage, de ton ouvrage, Vision d'Hélène Bessette, ce qui est là. D'ailleurs, ce livre, on va le montrer aux téléspectateurs pour que si vous voulez en savoir plus, il vous suffit de trouver cet ouvrage et puis vous allez en apprendre plus sur cette écrivaine qui a aussi marqué d'une certaine façon de sa plume le caillou. En quelques mots, Thierry, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'héritage d'Hélène Bessette ? Eh bien, l'héritage d'Hélène Bessette, c'est ce livre, La Grande Balade. C'est son héritage direct avec la Nouvelle-Calédonie. Et c'est en tout cas, moi, le plus beau livre que j'ai lu à propos de la Nouvelle-Calédonie ou sur la Nouvelle-Calédonie. C'est un texte magnifique. Ce sera le mot de la fin. Merci Thierry Charton d'être venu nous parler de ton livre. Et on se dit à la prochaine fois peut-être pour un nouvel ouvrage, qui sait. Et nous, chers téléspectateurs, on vous remercie de nous avoir suivis sur Calédonia. On vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne sur Calédonia. Passez un bon week-end.